Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Cette semaine, nous recevons le ministre togolais en charge des droits de l'homme et des institutions de la République, M. Christian Trimois, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci de rester avec nous. Merci. Donc, comme je disais, nous sommes pratiquement à 2 mois de la présidentielle. Autant dire que c'est pour demain. Et l'opposition, pas satisfaite des conditions d'organisation de ces élections, appelle un dialogue. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous souscrivez pour... Vous savez que le Parti uni est un parti majoritaire et c'est un parti qui, depuis sa création, est toujours ouvert à tous les dialogues, qu'ils soient formels, informels, qu'ils soient de consultation, quelles que soient les modalités de ce dialogue-là. Nous n'avons jamais rompu le dialogue avec l'opposition togolaise. Du côté du gouvernement, le gouvernement est en permanence en contact avec les leaders de l'opposition. Vous avez pu constater par exemple qu'avant les élections municipales, lorsque la C14 de l'époque, je crois qu'ils étaient encore à 6 dans cette C14, avait souhaité rencontrer le chef de l'État, ça a été fait quasiment le même jour. Et donc ça montre bien la dynamique que nous maintenons, y compris avec l'opposition togolaise. Je rappelle que dans le cadre des réformes politiques, précisément pour donner plus de moyens à l'opposition togolaise, nous avons renforcé ses pouvoirs. C'est passé inaperçu parce que beaucoup ne lisent malheureusement pas. Mais on a renforcé les pouvoirs de l'opposition, on a renforcé les pouvoirs d'un certain nombre d'institutions pour nous permettre également d'avoir une meilleure configuration des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, quand ils sollicitent un dialogue, après avoir eux-mêmes, vous vous rappelez les termes du dernier dialogue avec la facilitation des chefs d'État de la sous-région, ils nous ont dit, mais un 28e dialogue, encore les dialogues, ça ne sert à rien. Bon, ce dialogue a été très utile. S'ils sollicitent encore un dialogue, c'est qu'ils ont tiré les conséquences de l'efficacité des dialogues politiques. Même s'il n'y avait pas eu de dialogue réellement avec les facilitateurs, vous n'avez jamais discuté... Non, si. Face à face. Si. La méthodologie des facilitateurs était intéressante parce qu'au début, nous étions tous ensemble avec eux pour décrypter. Puis ensuite, ils ont fait des B2B. Puis ensuite, ils nous ont réunis et on s'est rencontrés. Ils s'est rencontrés ailleurs. Ceux qui disent ça ne disent pas la vérité. Pendant toute la durée d'un dialogue, vous n'êtes pas constamment en face à face pendant toute la durée parce qu'il y a des concertations qui se font. Et parfois, ils vous prennent individuellement pour essayer de vous convaincre de faire des pas, des avancées là-dessus. Donc, il n'est pas forcément nécessaire que l'adversaire soit présent à ce moment-là. Ça, ils l'ont fait également. C'est peut-être cette partie qui a été présentée comme étant des dialogues individuels qui ont été menés, mais ce n'est pas exact. Donc, nous sommes ouverts à toute discussion. Vous avez vu, par exemple, le cadre de suivi des élections. Nous avons tenu une réunion le 19 novembre dernier, je crois le 18 ou le 19 novembre dernier. C'est un cadre de dialogue, c'est-à-dire qu'on fait le point sur le processus électoral, chacun évoque ses préoccupations, nous arrêtons ensemble les recommandations et puis les instances en charge de l'élection en tirent les conséquences et les mettent en œuvre. C'est l'esprit du cadre de dialogue, du cadre de suivi. À l'ordre du jour les sujets qui préoccupent les autres? Non, la question est très simple. Je donne la dernière réunion que nous avons faite. Il y a un ordre du jour sur lequel la réunion a été convoquée. C'était de faire le point du processus. Un certain nombre d'actions ont été menées par la CENI. Un certain nombre d'actions ont été menées par les services de sécurité, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ils font le point. Puis ceux qui estiment, puisque la CENI a la totalité de la responsabilité du processus électoral, ceux qui estiment qu'ils ont des préoccupations sur la composition de la CENI elle-même, disent voilà, nous, la CENI qui vient de présenter, nous estimons que sa composition est remise en cause. Nous mettons ce sujet sur la table. Ils nous ont dit non, nous voulons un cadre formel. Précisément, c'est Abouimbo qui l'a dit. Mais vous savez, notre opposition, depuis que nous la fréquentons, nous commençons à bien les connaître. Il a posé sur la table, il est venu avec l'idée ferme de faire reporter la réunion. Et là, dès l'entrée de jeu, il a annoncé qu'il fallait qu'on reporte la réunion pour l'organiser dans un autre format avec les sujets qu'ils ont évoqués comme ordre du jour et qu'on ait quelques temps de préparation de cela. C'est-à-dire qu'en gros, il demande un dialogue formel comme nous l'avons déjà fait dans le cadre avec la facilitation des autres, etc., ou dans le cadre de l'APG. Est-ce que vous avez un problème? Non, ce n'est pas le cadre de faire un dialogue formel. Est-ce que vous avez un problème particulier avec non, nous n'avons pas un dialogue formel? Nous n'avons pas un problème particulier. Mais vous savez, chaque fois qu'il n'y a pas un sujet d'envergure de crispation, aujourd'hui, il faut le dire objectivement, c'est l'une des élections à laquelle nous allons, avec une ambiance aussi détendue jusqu'à maintenant. À 2 mois de l'élection, faites un peu la rétrospective. À 2 mois des élections présidentielles en 2015, la tension était plus importante que celle-ci. En 2010, c'était également la même chose. Nous vivons quand même un calme qui n'est pas mauvais, qu'il faut entretenir. Raison de plus pour que nous maintenions un dialogue.
Non, ce sont pas ces phénomènes-là qui diffèrent. De la preuve, c'est que tous ont considéré que c'était pas un événement important pour eux. Donc, ils n'ont pas été impressionnés par cela. Et c'est ce que je regrette. Parce que c'est quand même de leur sécurité qu'il s'agit. Quand on demande d'attaquer des personnalités, il n'y a pas que les personnalités du gouvernement. Il y a aussi celles de l'opposition. Hein. Et donc, chacun doit assurer sa sécurité. Et donc, je pense que le dialogue formel, c'est de donner le sentiment à nos compatriotes qu'il y a une crise importante au Togo, au point que nous avons convoqué une réunion formelle pour en parler, etc. La dramatisation de la situation. Nous pouvons rester en face à face comme nous et trouver une solution. Ils ont demandé la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le président de la République les a entendus, le Conseil des ministres s'est entendu, le président a rencontré les présidents des institutions. Est-ce qu'il a fallu une conférence nationale pour que la décision soit prise de recomposer la Cour constitutionnelle? Peut-être qu'il a fallu l'arrivée ici encore d'une mission de la CEDEAO. Et là, vous me permettez de poser une question. Pourquoi vous attendez toujours des pressions avant de réagir? Non, pourquoi vous considérez que nous avons été soumis à une pression pour réagir? Ils ont écrit au président de la République, qui a un délai de réflexion sur le sujet, qui a consulté sur le sujet. Si le hasard du calendrier ou la coïncidence du calendrier fait qu'une mission des Nations Unies, il y a eu 2 missions d'ailleurs, et même la 3e, parce que la première mission des Nations Unies, c'était pour déterminer les besoins en matière d'élection, voire l'accompagnement qu'ils pouvaient apporter au Togo. La deuxième a été celle qui a été co-conduite par M. Chambaz et le général Béanzin, qui est une mission CEDEAO, une OAS, également pour prendre la température, écouter les acteurs. Il ne s'agissait même pas d'une médiation, ni de faire quoi que ce soit. C'était juste écouter, c'est ce qui a été fait. Et donc, vous avez écrit formellement au chef de l'État. Vous pensez que quand je reçois votre lettre, demain matin, je dis point A, point B, accordé, le président doit prendre les mesures. Par exemple, quand on nous demande aujourd'hui de payer... La CENI était prescrite par les conclusions de ce que vous appeliez dialogue sous l'égide des facilitateurs de la CEDEAO. Oui. C'était déjà prescrit. Mais ça a été fait le 8 mai. On a demandé la recomposition de la Cour. C'est ce que nous avons refait à partir du test de l'expert de la CEDEAO. Maintenant, les membres en fonction à la Cour ont un mandat qui court jusqu'en septembre 2021. Vous avez 2 questions. Est-ce que nous anticipons leur mandat en arrêtant tout de suite et en le recomposant? Il nous avait semblé, nous, initialement, qu'on pouvait enchaîner après la recomposition. L'opposition a estimé qu'elle voulait une remodification, une recomposition immédiate, puisque précisément, au nom de la non-rétroactivité, nous ne pouvions pas couper, si vous voulez, leur mandat en cours d'exécution. Mais les uns et les autres ont estimé que si c'était le prix de la paix, qu'on y aille. Le président de la République a pris le temps sur une question comme celle-là. Il doit consulter des juristes, consulter les différentes personnes intégrées et pour voir l'opportunité de la chose, la faisabilité de la chose. C'est pas parce qu'entre-temps, nous avons des partenaires qui sont passés au Togo qu'on considère que ce sont eux qui ont déterminé la décision du chef de l'État. Donc le président de la République a pris sa décision en demandant de rencontrer les présidents des institutions. Une dernière concertation a été faite et ensemble avec les présidents des institutions, la recommandation a été faite au chef de l'État d'entériner. Immédiatement, il a instruit le gouvernement de prendre les dispositions pour le faire. Et nous-mêmes, nous avons écrit à tous les collèges électoraux dès vendredi après-midi pour leur demander de convoquer les corps électoraux nécessaires pour désigner les membres. Au fond, je voudrais poser une question de compréhension. Est-ce que changer la Cour, les membres de la Cour constitutionnelle, est-ce que ça apporte quelque chose de véritablement à l'opposition? Peut-être que c'est à eux de répondre à la question. Fondamentalement, ce sont les mêmes qui ont dirigé les élections passées, la CENI dont on parle aujourd'hui. Vous savez, nous sommes toujours, j'ai l'impression que notre opposition essaye de mettre des bâtons dans les roues à tous les processus électoraux à quelques jours ou à quelques semaines du processus pour essayer de l'entraver et essayer de faire reporter la date, démontrer qu'il y a une crise ameutée autour de la chose et faire en sorte que nous passions encore une fois dans l'opinion nationale et internationale comme le pays atypique dans lequel il y a toujours des problèmes. Nous voulons maintenant revenir à la normalité. Nous ne pouvons pas non plus accepter que, et je crois qu'il faut qu'on arrête avec cette dimension si nous voulons faire un bon pays démocratique, que les partis politiques, au gré des conjonctures de leur regroupement, veuillent changer la loi électorale. Le code électoral actuel est issu d'un consensus qui n'a pas changé. Mais est-ce que parce qu'une C14 est en train de fondre comme un chocolat au soleil, ou bien que des leaders politiques ont des crises de dialogue entre eux, qu'il faut qu'on réadapte la loi en tenant compte que maintenant ils ne sont plus un bloc, ils sont des morceaux, il faut le composer. Il faut que les nôtres commencent à adapter leur stratégie à la loi et pas la loi à leur stratégie. Et au Togo, la démarche de vouloir adapter la loi à sa stratégie a été trop longtemps sur la table. Nous ne faisons pas un pays stable de cette manière. La seule manière de faire un pays stable, c'est de garder les lois intangibles et que les gens adaptent leur stratégie au fur et à mesure des conjonctures qu'ils subissent.
On nous demande de recomposer la CENI. Regardez la recomposition de la CENI qui a été demandée. C'est sur quelle base? C'est de nous dire, nous avons fait des élections locales où nous étions membres de ces élections locales, nous avons gagné des sièges. Aujourd'hui, nous avons démontré à l'UFC, est-ce que c'est notre problème à unir? Si l'UFC et l'ANC sont en rivalité, et que donc, ils voulaient gagner les locales pour démontrer que l'UFC est un faux chef de file de l'opposition. Que maintenant, ils sont la deuxième force politique du pays et qu'en conséquence, nous devions tirer les conclusions pour recomposer la CENI. Mais la loi togolaise ne dit pas que la CENI est composée sur la base d'élections locales. La loi togolaise dit qu'elle est composée sur la base des élections législatives. Et que même la part qui revient aux partis extra-parlementaires, si on devait déterminer les partis extra-parlementaires à partir des résultats des élections locales, il faut que la CENI en cours achève son mandat et au prochain renouvellement, on en tire les conséquences. Mais entre les deux, il y aurait eu la présidentielle. Les candidats qui sont allés aux élections présidentielles, élections nationales, comment on prend en compte leur score pour redéterminer la part qui arrive à ces gens-là? On nous dit qu'il faut mettre ce sujet sur la table. Ça vous paraît être un sujet de crise nationale pour qu'on en parle, on fasse un dialogue autour de ça? Fichier électoral qui a été évoqué. Le fichier électoral, je rappelle que le fichier électoral, je n'ai pas les chiffres en totalité sous la main, mais enfin, en mois de décembre pour les législatives, il faisait un peu autour de 3 millions, il me semble, et quelques. Ce fichier électoral a été audité, confirmé, signé, configuré, scellé. Donc, il est audité, il est sécurisé, il n'y a pas de débat autour de ce fichier électoral. L'opposition dit ne pas avoir accès au rapport. Je viendrai à ce point. Nous n'avions pas prévu de faire une révision électorale avant les élections présidentielles. Et le budget 2019 n'avait pas prévu ce chiffre, n'avait pas prévu cette activité supplémentaire. Et donc, nous étions censés aller aux élections locales avec le fichier sécurisé de décembre. À la suite de leur demande qui a été faite au président de la République à l'audience que la C14 a fait, le président a décidé de faire un effort encore une fois pour démontrer que nous n'avions aucun obstacle à cela. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des leaders qui avaient boycotté les législatives et donc avaient boycotté le recensement électoral qui avait été fait préalablement n'étaient pas donc électeurs. Or, ils avaient l'ambition d'être candidats aux élections locales et certains étaient élus. Si nous prenons le Golfe 4 par exemple, c'est l'occasion qui leur a permis de s'inscrire sur les listes électorales et donc d'être électeurs, puis éligibles, candidats et élus. Ce fichier-là, ce qu'on comprend d'à peu près 200 000 voix, effectivement, n'a pas eu le temps d'être audité. Mais il a été dédoublonné comme on le fait d'habitude pour tous les recensements. Mais c'est ce fichier qui a permis leur élection. S'ils considèrent que ce fichier n'est pas bon, alors qu'ils démissionnent des fonctions, puisque ça voudrait dire qu'ils ont été mal élus. Qu'ils en tirent les conséquences pour dire, moi, le fichier qui m'a élu n'est pas bon. À partir de ce moment-là, je considère que je suis mal élu. Donc je quitte mes fonctions parce que je n'accepte pas ça. Mais ils ont tous pris fonction le plus vite possible, ont commencé à contester des compétences qui ne sont même pas dans leur panier, la reconstruction du marché de Lomé, etc. Donc, se sont bien habillés comme maires issus de ces élections sans le contester. Nous avions ensuite fait une révision supplémentaire au mois de décembre. 2018, à décembre 2018, à décembre 2019, en 12 mois, nous avons fait 3 opérations sur le fichier électoral. 1 recensement, 2 révisions électorales. Pensez-vous que cet argent ne servirait pas les conditions économiques et sociales des Togolais? Un recensement électoral, c'est du papier, c'est des perdièmes. Qu'est-ce qui en reste? Zéro. Je vous donne un exemple, un coup simple. Quand nous avons rallongé d'une journée supplémentaire l'avant-dernier recensement, ça nous a coûté plus d'1,5 milliard. Un pays qui aspire à avoir de bons hôpitaux, scolariser, faire une couverture universelle santé pour tous les Togolais, peut-il mettre 1,5 milliard supplémentaire en caprice pour finir en papier en perdième? Je crois que nous devons être responsables. Nous devons être responsables. Ne pas créer des crises systématiques qui rallongent les coûts, les charges pour l'État sur des questions inutiles. Et ça, vous avez vu, on a refait le fichier, nous ont demandé l'audit de ce fichier. Nous avions sollicité les partenaires. Indépendamment, la CEDEAO va amener ses techniciens pour faire l'audit de ce fichier-là. Est-ce qu'il faut un dialogue pour arriver à cette conclusion? Il n'y avait pas besoin d'un dialogue pour ça. Ça va se faire cette semaine. Le fichier va être consolidé une fois de plus et nous aurons aux élections présidentielles avec ce fichier-là. Mais ne faisons pas en sorte à créer des factures sur des factures à notre pays sur des sujets qui peuvent se résoudre très simplement. Une audience avec le chef de l'État, par exemple, sur ces questions, aurait permis en 2 ou 3 semaines de solder tous ces problèmes-là plutôt que de rester dans des surenchères interminables. Mais pourquoi le président n'est pas à l'avant-garde? Il convoque l'opposition quand il entend ces bruits pour résoudre ces problèmes, pour trouver l'abcès. Mais c'est ce que nous avons. Je dis, une fois encore, ils ont écrit au président de la République. Le président de la République consulte. C'est une institution. Il y a des institutions. Il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle, il y a toutes les institutions de la République qui interviennent sur ce processus.
Même avant de les entendre ou de discuter avec eux, il faut que le président de la République consulte. C'est comme vous. Si vous aviez une décision de cette nature à prendre, auriez-vous simplement convoqué le requérant sans avoir à consulter l'appareillage qui est en charge? Vous devez consulter l'appareillage qui est en charge avant de discuter avec eux. Les questions sur lesquelles il n'y a pas besoin d'un débat, recomposer la Cour, c'est une procédure. De quoi allons-nous discuter? De savoir si on engage la procédure, on ne l'engage pas. Vous voulez qu'on l'engage? On l'a engagée. On n'a pas déterminé la procédure puisqu'elle existe, elle est dans les tests. Il suffit simplement de prendre les actes. Et je dis encore une fois, vendredi après-midi, dès que le président de la République a instruit le gouvernement, nous avons pris les dispositions nécessaires pour que tous les collèges électoraux chargés d'élire les prochains membres de la Cour constitutionnelle se mettent en place. Et nous leur avons donné une dizaine de jours pour produire les résultats. Parce que le processus est suffisamment avancé aujourd'hui. Il faut que la Cour prenne rapidement, la nouvelle composition prenne rapidement en main le processus pour qu'elle puisse assumer ses responsabilités durant le processus. Donc nous ne pouvons pas laisser un temps interminable à ces collèges électoraux. Il faut que chacun prenne ses dimensions et fasse la célérité nécessaire pour que nous puissions accomplir ces éléments. Donc pour vous, la page des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles est tournée? Absolument. Une fois qu'on aura fini cette recomposition de la Cour, naturellement pour nous, déjà le 8 mai, nous avons épuisé toutes les réformes qui existaient. C'est vrai, il y avait la question de la recomposition de la Cour, j'ai évoqué les raisons. Et nous avions une deuxième raison pour la Cour, c'était le Sénat qui n'était pas mis en place. Et qu'il y avait 2 personnes que le Sénat désigne dans la nouvelle composition. Le Sénat n'étant pas en place, nous avions espéré initialement pouvoir mettre le Sénat en place avant la fin décembre. Mais vous avez vu tous ces surcours, toutes ces procédures qui se sont mises en place nous ont empêchés de tenir ce délai. Le Sénat va être probablement mis en place d'ici la fin de l'année prochaine ou début de l'année 2021. Probablement. Ce qui fait que pour l'instant, la recomposition de la Cour qui a été déterminée vendredi va être une composition à 7. C'est ce que le communiqué du gouvernement précise, en disant que les 2 autres du Sénat seront complétés lorsque le Sénat sera mis en place également. Et donc voilà un peu le cas dans lequel nous évoluons actuellement. Vous pensez que la page des réformes est tournée? Non, pour nous, la page des réformes est tournée. Très sincèrement, les leaders de l'opposition estiment qu'il faut déverrouiller les institutions. Hein. Les institutions sont en place, mais pour je vais donner son nom, Maître Yovi Agboibo, ces institutions sont verrouillées de l'intérieur par le système. Hein, et il appelle à un déverrouillage. Vous savez, Maître Agboibo a toujours utilisé ce terme, c'est pas nouveau. Hein, il l'utilise approximativement, et ça fait peut-être 15 ou 20 ans. Donc, c'est un dialogue constant sur ces points-là. Et je trouve qu'après avoir été le président du dialogue important que nous avons connu avec l'APG en 2006, et à l'issue de l'APG, être le premier ministre qui était chargé de mettre en place les réformes, a-t-il des leçons à nous donner aujourd'hui après son échec? Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Les réformes dont nous parlons en 2019, si Maître Agboibo avait été un bon premier ministre de l'époque, auraient dû être achevées fin 2017, fin 2007, avant qu'on ait fait les élections de 2007. Mais il estime que c'est vous, parti au pouvoir, qui avez fait la résistance. Pardon? De ne pas, C'est cette erreur avec l'UFC de l'époque qui ont bloqué le cadre de dialogue permanent. Hein. Nous ne sommes pas mêlés à cette affaire-là, qui ne nous impute pas ses échecs à lui. Il a dit pendant le dialogue que nous avions sous l'égide des présidents de la CEDEAO que la révision de 2002 était le cancer du Togo. Nous lui avons retorqué que le seul bénéficiaire de ce cancer-là, c'était lui. Parce que sans la révision de 2002, qui a supprimé la désignation du Premier ministre dans la majorité parlementaire, il n'aurait jamais pu être Premier ministre. Il a été Premier ministre, il est le grand bénéficiaire de la réforme de 2002. Puis, l'opportunité de présider le dialogue politique. Ensuite, présider le gouvernement chargé de la mise en œuvre. Mais c'est un grand responsable de l'échec du Togo. Il faut qu'il assume ça. Et vous savez, ça fait partie des figures que je déplore aujourd'hui, qui sont en train de se mettre dans le bac à sable. Vous avez un certain nombre de nos anciens. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent partir à la retraite. Parce qu'ils décrédibilisent l'image importante, la hauteur d'esprit que nous, nouvelle génération, nous leur accordons. Nous les percevions de très loin comme les pères de la démocratie togolaise. Puis aujourd'hui, nous sommes dans notre bac à sable, tranquillement, dans notre génération. Ils viennent se mêler dans le bac. Ils vont prendre du sable. Est-ce qu'il est normal que sur un plateau de télé, je parle de Maître Agboibo de cette manière? C'est pas normal. Mais je suis obligé de parler parce qu'il se met dans la posture d'être critiqué par ses petits-enfants. C'est pas normal. Il faut qu'il se mette à la hauteur. Regardez Edem Kodio. Regardez quelqu'un comme Edem Kodio. Regardez quelqu'un comme Ninevi. Vous pensez qu'ils ne suivent pas la politique togolaise? Quel que soit aujourd'hui leur état de santé, etc., c'est des gens pour qui nous garderons toujours le plus grand respect. Ils ne s'expriment pas sur les médias. Mais précisément qu'ils arrêtent de venir dans nos comités de suivi. Ils ont des choses à dire. Qu'ils arrêtent de venir dans nos comités de suivi, qui nous appellent et qui nous conseillent utilement pour dire les jeunes, vous n'avez pas vu la période avant. Il vaut mieux que vous alliez à gauche ou à droite.
et que nous disions oui, mais nous avons telle contrainte qui nous conseille, plutôt que de venir jouer le jeu avec nous. Ils ont fait avec nos pères. Ils font avec nous. Mais ils font avec nos enfants. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Le Togo est aujourd'hui en transition intergénérationnelle. Et je dis encore une fois, pour leur propre image, préserver leur propre dignité, il faut qu'ils prennent leur retraite d'eux-mêmes. Regardez le retour de Maître Agboeba Oka commencer à diviser son parti politique. Ça a laissé quoi aujourd'hui? Des miettes. Est-ce qu'un grand parti historique comme celui-là doit finir de cette manière? C'est pas normal. Il faut que nos anciens deviennent des bons conseillers, des bons pères de famille, et qu'ils laissent la nouvelle génération faire son jeu. Vous avez parlé du président de la République. Le président de la République à quel âge? Regardez tous les leaders de l'opposition. Nous unir, on nous reproche on veut nous donner des leçons d'alternance. Nous sommes le parti le plus renouvelé. Regardez, je vous mets au défi, comparez les chiffres. Comparez les figures nouvelles qui dirigent le parti. Comparez les figures nouvelles qui sont au gouvernement, qui sont dans les institutions. Nous avons changé tout ça. Vous attaquez nos pères, ils n'existent même plus. La plupart sont derrière le rideau. Aujourd'hui, ils nous laissent la main. Eux peuvent nous faire confiance. Et les pères de l'opposition ne peuvent pas faire confiance à nos frères qui sont dans l'opposition de la même génération que moi. Allons en discussion, repasser en revue toutes les images passées. Vous verrez que les miens, ceux avec mes classes, comme on dit, qui sont dans l'opposition, ils ne sont même pas au 10e rang. Moi, mon parti a pu prendre le risque de me nommer secrétaire d'État, puis ensuite de me faire passer de ministre, pour me donner des rangs et me mettre au devant des grandes réformes comme celles que nous avons. Ils peuvent me faire confiance à ma génération, à moi, et l'opposition ne peut pas faire confiance à ma génération qui se trouve dans leur rang. Nous ne faisons pas avancer le Togo en pensant que l'alternance, c'est dans le cas d'Anvers que les réformes doivent se faire. Qu'ils commencent à faire leur propre autocritique et leur propre réforme interne. Et vous verrez d'ailleurs que sur la liste des candidats aujourd'hui que vous regardez un peu la pyramide des âges des candidats qui s'annoncent. Vous avez deux schémas. Vous avez tous ceux qui sont en train de faire leur barreau d'honneur, leur dernier combat. Parce qu'après cette élection-là, je suis persuadé que la révolution se fera dans le camp de l'adversité. Ce sont eux qui remettront en règle un certain nombre de personnes chez eux. Et puis vous avez le gros lot des candidats qui s'annoncent, qui sont de notre génération, qui se préparent et qui se disent, à défaut qu'on nous donne le plateau, nous le prenons en candidat indépendant, sous une formation quelconque que nous créons, mais nous grandirons progressivement et notre temps arrivera à cela. Mais ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui veut s'assumer, qui veut prendre ses responsabilités. Rappelez-vous le dernier discours du chef de l'État au mois de janvier, le 3 janvier 2018. Il annonçait deux grandes réformes. Le rajeunissement de la classe politique, le rajeunissement de la classe économique. Et c'est l'une des raisons, c'était la première fois que le président de la République annonçait les 20% pour les jeunes et les femmes. C'était créer un levier économique pour que les jeunes commencent à devenir aujourd'hui de vrais patrons d'entreprises dans le domaine économique. Nous ne pouvons pas faire que des jeunes dans la politique. Oui. En un mot, est-ce que vous ne considérez pas, Monsieur Trimois, que de l'intérieur, la plupart des institutions sont verrouillées, comme l'a dit M. Agboeba? Même si ce n'est pas lui qui l'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas le constater? Les institutions comme la CENI, comme la Haute Autorité de l'Audiovisuel, certains sites, on peut multiplier des exemples. Qu'est-ce qu'il pense, M. Agboeba? Je vais vous donner un exemple. M. Agboeba, s'il sait que c'est déverrouillé, il doit sûrement avoir le verrou et les clés du verrou pour déverrouiller. Parce qu'au fond, ces institutions fonctionnent comment? Vous avez dans mes titres que j'étais en charge de relations avec les institutions de la République. Exactement. Il y a des procédures de désignation des institutions de la République. Je vais vous donner un exemple. Prenons la dernière institution, la Cour constitutionnelle, que nous sommes en train de renouveler. Un membre est désigné par les professeurs d'université, un membre est désigné par le barreau, un membre est désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, et puis vous avez deux qui sont désignés par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, et deux qui sont nommés par le président de la République. Vous avez les 9 membres. À quel niveau c'est verrouillé? Dictons-nous aux professeurs d'université le candidat qu'ils doivent élire. Ils sont suffisamment indépendants pour choisir. Nous ne sommes même pas représentés au collège électoral, même pas pour la supervision des élections. Les facs de droit le gèrent directement entre elles, on met en place leur comité pour gérer leurs affaires. Le barreau, nous ne sommes pas mêlés. Le barreau s'organise pour désigner. Le Conseil supérieur de la magistrature, son règlement intérieur, se prépare pour désigner. L'Assemblée nationale fonctionne sur son règlement intérieur pour désigner. À l'intérieur, il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a les différentes opinions. Le verrouillage vient d'où? Unir. Quand l'Assemblée nationale en nomme le président de la République 2, oui, ça fait 4 en réalité. S'il vous plaît, nous avons fait une réforme constitutionnelle. Vous tenez compte de la conjoncture électorale d'aujourd'hui. Mais qui vous dit que à la fin du mandat prochain, aussi les autres n'avaient pas boycotté les élections de décembre dernier, qu'aujourd'hui ils n'auraient pas été majoritaires? Ou qui vous dit que dans 5 ou 10 ans, ils ne seraient pas majoritaires et que le prochain renouvellement de la Cour, ils seraient en situation soit
de prendre l'Assemblée nationale ou la présidente de la République ou une autre des institutions qui doit désigner. C'est-à-dire que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ne faisons pas la loi en tenant compte des positions des uns et des autres. Faisons que nos positions coïncident avec la loi. Aujourd'hui, cette conjoncture est favorable. En plus, je vous dis encore que cette composition a été validée, y compris par l'ancienne législature. Ce n'est pas les nouveaux l'ont voté. Mais le rapport sur lequel ils ont travaillé, qui composait ça, sur la base du rapport de l'expert de la CEDEAO, ça avait été discuté avant la prise de fonction des députés actuels. Sur ce point-là, les députés actuels n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Donc, ce n'est pas eux qui ont déterminé. C'est bien l'ancienne composition qui l'avait déterminé. Donc, faisons en sorte, quand on me dit verrouillage des institutions, j'aimerais savoir sur quoi. Le fonctionnement interne du système, je donne comment la Cour constitutionnelle fonctionne. Une affaire, la Cour est saisie d'une affaire, désigne un rapporteur qui rend le rapport, ensuite c'est discuté en interne et voté. Donc, la majorité est établie à l'intérieur. Toutes les institutions fonctionnent comme ça. Le verrouillage se trouve où? Il me semble que Maître Aboibo a un certain nombre de concepts comme ça. Vous savez, il a d'autres concepts qui entre l'enclume, le feu, le fer, etc. Moi, je suis forgeron, et je suppose qu'il doit l'être puisqu'il parle du fer, etc. Et il a des images comme ça, c'est-à-dire c'est des éléments de langage choc pour prendre le leadership sur l'opposition. Je parlais du dernier comité de suivi. Vous savez le balai qui s'est passé dans la sortie? Maître Aboibo est sorti en premier. Madame Adjamabo Bonson a réfléchi en disant, si je laisse Maître Aboibo partir là, il va aller prendre la presse avant moi. Elle l'a suivi. Puis Jean-Pierre Fabre a réfléchi 2 minutes en se disant, mes 2 compères sont partis avant moi, si je ne les rattrape pas, ils vont aller dire des choses sur moi. Il est sorti. Ce n'était pas une sortie concertée. C'était pas une sortie concertée. Là, après, vous allez voir que les interviews se sont enchaînées les uns après les autres. Et donc, il y a au sein de l'opposition aujourd'hui, je crois qu'il y a une guerre de leadership qui a toujours existé, mais aujourd'hui, il y a maintenant la concurrence de celui qui en fera le plus que les autres. Puisqu'à défaut de représenter, car le cas représente quoi aujourd'hui concrètement? Pour que Maître Aboibo soit un interlocuteur fondamental de la situation politique togolaise. C'est un ancien qu'on respecte. Mais au fond, son parti représente quoi? Les locales, quel a été le résultat? La C14 de Mme Adjamabo Johnson essaie de survivre, vaille que vaille, cherchant les béquilles d'un certain prélat qu'on a vu. Ça c'est parti en perte de profit. Finalement, ils sont arrivés au milieu quelque part. Donc, quand vous prenez les uns et les autres de ce type, vous vous demandez au fond, ils courent, ils roulent pour qui et pourquoi? Quel est ce bruit qu'ils font? Ils ne représentent pas grand-chose aujourd'hui sur la scène politique togolaise. C'est des partis qui devraient tirer les conséquences et s'auto-dissoudre. Nous, quand nous avons dissous le RPT à l'époque, le RPT faisait encore 62% des résultats des élections. C'était un parti qui était au sommet. Nous avons pris la conséquence de le faire parce que nous changeons de politique et nous changeons de raisonnement. Ils nous ont accolé RPT uni. Alors, je n'ai rien contesté. Parce que ce n'est pas ça le débat. Nous savons là où nous allons avec le renouveau que nous mettons en place sous l'égide du chef de l'État et c'est ce qui nous intéresse. Mais maintenant qu'ils tirent les conséquences eux-mêmes et qu'ils s'auto-dissolvent, qu'ils laissent une nouvelle génération prendre le pouvoir de leur côté et peut-être que les jeux reprendront de la nouvelle vitalité. À vous entendre, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment d'adversaire en face pour la présidentielle de 2020. Puisque la plupart des partis, vous avez dit, ne représentent plus grand-chose sur le schéma politique. Mais vous savez, nous avons... UNIR est un roue libre pour cette présidentielle de 2020. Mais vous savez, aujourd'hui, UNIR est un très grand parti. Et je pense que c'était contesté, incontestable. C'est visible. Mais nous sommes dans une compétition. Mais non, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ce dialogue, je vous en prie. Les moyens de l'État, qui sont ceux qui, jusqu'à maintenant, ont utilisé l'argent public et ont refusé de rendre compte à la Cour des comptes? Les derniers présidentiels, qui a déposé son rapport à la Cour des comptes? Qui a refusé de déposer son rapport à la Cour des comptes? Et qui l'a fait? Nous avons fait. Dans l'opposition, est-ce qu'ils ont déposé leur rapport à la Cour des comptes? Mais nous changerons cette façon de faire. Hein. Vous touchez à l'argent public. Qu'ils ont déposé leur compte. Vous touchez. Certains partis l'ont fait, mais les autres ne l'ont pas fait. Pourquoi? Il faut qu'on arrête avec ça si on veut faire. Je crois que le vrai déverrouillage doit venir de l'opposition. Il faut qu'on déverrouille l'opposition un peu. Mentalement, psychologiquement, la façon de fonctionner est dans leur conception de l'État. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent public et refuser de rendre compte. Quelle est l'exemplarité que vous donnez sur la bonne gestion des finances publiques? Désormais, vous touchez à l'argent public de l'État, vous rendrez compte à la Cour des comptes, vous déposerez votre rapport comme tout le monde le fait. Mais pourquoi désormais? Pourquoi ceux qui n'ont pas déposé n'ont pas été poursuivis? Mais parce que précisément quand vous poursuivez, c'est comme l'affaire des incendies des marchés. Quand vous poursuivez, on vous dit que vous faites aujourd'hui de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
cette affaire est prête depuis longtemps. Chaque fois qu'on veut la juger, vous avez une élection en vue. Les gens se déclarent candidats. On dit, vous voulez poursuivre un candidat parce que si il est condamné, il est plus éligible. Donc vous l'éliminez de cette manière. On dit, bon, on va reporter ça après l'élection. Après l'élection, on vous demande un dialogue. Puis on ouvre une crise, et etc. Et on en arrive à cette situation. Mais je crois qu'il faut que nous ramenions notre pays dans la normalité de toutes ces questions-là. Oui, qu'on fonctionne comme tous les pays du monde. Justement, vous tendez une bonne perche à cette affaire d'incendie des marchés de Lomé. Est-ce que ce n'est pas un ballon qui s'est dégonflé de lui-même? Vous avez suivi le principal accusé dans cette histoire, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, se dédire complètement. Ce monsieur, vous avez encore évoqué quelqu'un qui est en mal de visibilité politique aujourd'hui, un certain prélat, qui a estimé qu'il fallait faire une confession publique en direct à la télévision d'un monsieur qui était lui-même qui est au cœur de tous les scandales aujourd'hui, qui accuse, désaccuse, réaccuse, etc., invente. Mais je pense que ce monsieur, le principal accusateur dont vous parlez, il aurait été un très bon... Il aurait fait une belle richesse en étant à Hollywood. Parce qu'il est un bon il invente bien les choses. Il cite dans une des vidéos qui est adoubée par le prélat mon nom, disant que j'étais dans une ferme où une belle villa a été construite, où on l'aurait amené au volant d'un véhicule conduit par le procureur de la République, nuitamment cagoulé, et que à cette séance-là, la nuit du 18 au 19 janvier 2013, que un certain nombre de membres du gouvernement étaient là, que j'y étais également. Pur mensonge. Janvier 2013, j'étais pas au Togo. Vous pouvez ne pas être au Togo, mais... Mais mon fantôme présent. Mais des raccourcis de ce petit voyage. Et vous avez un prélat qui... vous voyez le ridicule? Vous voyez le ridicule? Donc vous n'avez pas connaissance de cette rencontre dont il parle? Et j'étais pas au Togo. J'étais même pas au Togo. Ce jour-là? J'étais même pas au Togo. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, quand ce prélat dont on est en train de parler veut démontrer au monde qu'il a réussi à sortir la vérité d'une confession bidon, mise en scène, comme il est en train de le faire pour justifier une existence politique, il est ridicule. Mais je vous dis encore que c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale togolaise. Et ça me peine que ces personnes-là se ramènent aussi bas. Ça ne vous choque pas, vous? Quand vous voyez ces personnages-là qui se ridiculisent dans ce genre de mise en scène, ça ne vous choque pas, vous? Pour atteindre qui? Le président de la République? Il déclare, vous avez évoqué la question, qu'il déclare qu'il est menacé par le président de la République. C'est le premier protecteur du Togo. S'il vous menace là, il a besoin de vous donner un préavis? Si le président de la République veut vous menacer, vous, président de la République togolaise, qui détient toutes les forces publiques du pays, s'il veut vous menacer, vous, il a besoin de vous donner un préavis? Il faut qu'on arrête avec ces excès qui veulent victimiser, se montrer en victime de quelque chose. Mais Maître Agbonboa est au Togo. Maître Agbonboa n'est jamais parti en exil. Pendant toutes les crises politiques, ce monsieur n'a jamais quitté le Togo, mais il est toujours vivant, il circule librement. Mais il a fait la prison en ce temps. Bien évidemment, comme un certain nombre de personnes. Il n'est pas le seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quel est l'intérêt de toucher quelqu'un qui est lui-même déjà en fin de vie? Gaspiller pour rien. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de mettre le chef de l'État en cause, salir le nom du Togo. Tout ça n'a pour but que de démontrer qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas un bon exemple en matière de protection des droits de l'homme, sécurité, démocratie, etc. Alors que, précisément, la façon même de forcer l'argumentaire plaide contre les personnes qui tiennent ce genre d'argument. Mais M. Trimon, pourquoi vous vous taisez sur certains éléments dans la vidéo dont nous avons parlé? On vous a cité énormément, mais vous n'avez pas réagi publiquement, le gouvernement n'a pas réagi, vous êtes ministre des droits de l'homme. Pourquoi vous laissez circuler de telles informations sans rien dire? Vous savez, si je devais passer mon temps à répondre à toutes les accusations, je ne ferais plus rien de mon département ministériel. Et je ne servirais pas les Togolais. Parce que sur chaque page de chaque journal qui sort, on vous raconte, c'est dans ce pays qu'on a dit que j'avais 30 millions d'euros. 30 millions d'euros dans une mallette, chez moi à domicile. Essayez de mettre les plus grosses coupures d'euros dans une mallette avec 30 millions. Prenez une calculatrice divisée par 500, la plus grosse coupure qui est en train d'être retirée de la circulation. Et vous voyez combien de liasses ça vous fait et si ça tient dans une mallette. Et vous pensez très sérieusement que vous, si vous aviez 30 millions d'euros, vous garderez ça dans votre chambre à coucher? Très sincèrement. Tu n'en sais rien. Non, c'est pour vous dire. C'est beaucoup de choses. Non, c'est pour vous voyez les excès. Qu'est-ce qui est vrai? Vous voyez les excès. Qu'est-ce qui est faux? Il y en a tellement qui sont fausses. C'est que si chacun de nous, et je prends un exemple, si nous commencions, si le président de la République devait commencer à justifier, à expliquer, ça c'est faux, ça ce qu'on a dit sur moi, etc., que le Premier ministre devait passer sa vie à le faire, alors nous serions devant vous tout le temps et nous ne travaillerions même pas. Parce que
il y a beaucoup de personnes dans notre pays qui ont de l'imagination fertile. Et comme nous sommes friands des petites sensations, des petites choses comme ça, dès que la presse le sert, bon, vous savez, moi, je me suis fixé comme règle, mais je ne sais pas si je vais tenir longtemps, hein, je me suis fixé comme règle de ne jamais poursuivre un journaliste en justice. Je dis encore une fois, je ne sais pas si je vais tenir longtemps, mais j'essaye encore de tenir. Mais il y a des scandales qui sont évoqués par la presse avec certaines presses. Il ne faut pas généraliser non plus, parce qu'on a quand même des journaux très professionnels au Togo. Et nous avons des médias qui sont super, comme les vôtres, comme d'autres encore ici, qui font un travail professionnel. Non, je suis très sincère, je ne serais même pas venu sur votre plateau. C'est parce qu'on a un crédit quand même de professionnalisme qui fait qu'on accepte de venir là. Et puis il y en a qui sont de vrais torchons. Mais si vous commencez à les attaquer, qu'on commence à les interdire administrativement, vous dites le ministre des droits de l'homme, protecteur de la liberté, de l'information, etc., est le premier à être celui qui les met en danger. Donc j'encaisse, j'essaie d'évoluer sur d'autres sujets en me disant, je fais en sorte à ne pas attaquer un journaliste en justice. Mais je vous dis encore une fois, je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Monsieur Trimois, Fronia Sigbe est-il candidat pour 2020 ? Alors, c'est une excellente question que vous posez là, parce que maintenant que la CENI nous a donné jusqu'au soir à minuit du 8 janvier, il me semble que nous avons encore jusqu'au 8 janvier pour le savoir. Mais nous, au niveau du NIR, pour nous, c'est clair, net et limpide que c'est notre champion. Incontestable, incontesté. Et nous ferons tout pour qu'il soit candidat. En tant que militant, nous ferons tout pour qu'il soit candidat. Vous ferez tout, ça veut dire qu'il y a des hésitations, c'est possible qu'il ne soit pas candidat. Non, parce que vous savez, la question des candidatures, il y a deux niveaux. Il y a ce que le parti souhaite et il y a ce que le concerné souhaite. Naturellement, nous, en tant que parti militant, nous l'avons choisi, nous le choisirons toujours pour être notre champion. Après, il doit s'autodéterminer. Je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a des hésitations, quoi que ce soit. Je voudrais être très clair là-dessus. Il ne nous appartient pas à nous d'affirmer aujourd'hui que le président de la République ou de parler à sa place. C'est lui qui est candidat ou non vis-à-vis des Togolais. Donc c'est à lui de faire l'annonce ou non de sa candidature. Vous imaginez bien que j'en sais quelque chose. Mais il ne m'appartient pas de faire des annonces. Et donc sur cette question-là, je ne peux parler que pour le militant que je suis et peut-être au nom des autres militants que je connais et leur détermination dans cette affaire. Vous savez, le président de la République va gagner cette élection s'il est candidat et nous en sommes certains. C'est pour ça que pour nous, c'est une évidence que c'est lui notre candidat pour 2020. Et nos adversaires en sont tout à fait conscients. C'est pour ça que vous verrez qu'ils ne font pas campagne pour qu'il soit battu aux élections, ils font campagne pour qu'il ne soit pas candidat. Parce que s'il est candidat, il a gagné. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, nous ne sommes peut-être pas en roue libre. Nous avons de la considération pour tous les adversaires politiques qui sont là. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'élection de 2020 est gagnée. Le bilan du président parle pour lui. C'est pas parce que c'est pas une affirmation que je fais. Le bilan du président parle pour lui. Oui, on va parler brièvement du bilan tout à l'heure, mais d'abord sa candidature. Depuis un moment, il y a des associations qui se mobilisent sur le terrain, des marches de soutien pour réclamer sa candidature. Est-ce que ces formes d'organisation ne cachent pas une forme d'hésitation? Non, elles ne cachent pas une hésitation, mais ça montre peut-être l'impatience de nos militants. Qui voudrait, là c'est plus le ministre qui parle, bien évidemment, vous comprenez que c'est bien le militant réuni qui parle. Non, elle montre l'impatience de nos militants. Mais en même temps, vous ne pouvez pas oublier que le chef de l'État est encore en fonction. Et donc, d'une certaine manière, faire une annonce précoce ou ne pas faire une annonce précoce a une incidence sur le fonctionnement de l'État. Est-ce qu'il est possible qu'il ne soit pas candidat? Très sincèrement, c'est faire de la psychanalyse du président de la République que je ne me permettrai pas. Mais pour nous, nous sommes déterminés. Nous savons, nous, en notre âme et conscience, que nous voulons qu'il soit candidat. Pourquoi, après avoir fait 3 mandats, pourquoi vous estimez qu'il doit encore remplir? Non, il ne remplit pas pour ce mandat. Vous savez, les gens font beaucoup de polémiques sur ces nombres, 4, 1, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. Nous ouvrons une page nouvelle de notre histoire, avec les réformes du 8 mai. Et donc, sur la base... effacer les 3 mandats déjà passés. Non, nous ne demandons même pas de les effacer, puisque si vous les effacez, vous nous privez d'un bilan. Nous ne demandons pas ça. Et nous ne souhaitons pas du tout que ça soit occulté. Parce que précisément, si nous en sommes aujourd'hui à relever notre pays, à avoir ce sourire, à avoir la sécurité que nous avions, repensez en 2005, là où nous étions. Rappelons-nous, 2005, nous avions le dernier budget de 93. À partir de 2007, quand il a relancé le pays économiquement, nous en sommes aujourd'hui combien? Nous étions dans les 250 milliards à peu près de budget. Aujourd'hui, nous en sommes à 1400 milliards si nous prenons le dernier collectif, le second collectif budgétaire que nous avons fait pour cette année. Et nous avons un bilan qui se voit. Politiquement, aujourd'hui, vous avez l'apaisement que vous avez autour de l'élection. Je dis, prenez les 3 dernières élections présidentielles, nous n'avions connu aucune élection où à 2 mois, il n'y avait pas beaucoup de fébrilité en ville.
Ça voudrait dire qu'il y a une sorte de passivité politique qui commence à venir. Nous avons fait les réformes. Ça a été une très grande concession de faire les réformes. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, que vous avez un mandat illimité, quand on vous demande de l'arrêter, il faut avoir un courage politique pour le faire. Le chef d'État a pris son courage politique, il l'a fait. Nous ouvrons à partir de cette élection du 22 février la première ère de la limitation de mandat au Togo. C'est grâce à qui? Dites-le. C'est grâce à qui? C'est grâce à Faure Essoz-Nanga Gnassingbé. Donc il faut lui reconnaître ces choses-là. Économiquement, socialement, nous sommes en train de remonter la pente. Mais je rappelle toujours aux gens que le pays que le président de la République a pris en charge quand il est venu aux affaires était un pays qui payait les factures de nos errements de 90. Tirons-en les conséquences pour l'avenir. Ne faisons plus de crise politique qui remettent notre pays dans la situation de celle que nous avons connue de 90 jusqu'en 2007. Si nous ne faisons pas ça, nous reportons une dette importante sur la tête de nos futurs, de la génération future. Et aujourd'hui, le président veut consolider ses acquis. La dernière réforme, politiquement, portait sur 3 points. Élection du président, mandat du président de la République, renouvellement de la Cour constitutionnelle, élection à 2 tours. Nous avons ouvert d'autres chantiers en renforçant toutes les institutions, en remettant en place aujourd'hui un contrôle budgétaire important sur les finances publiques. La lutte contre la corruption a été renforcée. Regardez, même le ministre nous a non seulement primé là-dessus. Le MCC aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le compact aujourd'hui parce que nous avons une notation importante sur tous nos indicateurs les plus importants. Et tout ça, c'est grâce à l'action du président de la République. Donc, ce bilan-là fait que nous, militants de UNIR, nous disons que nous devons continuer à le consolider. La loi togolaise lui permettant de pouvoir être candidat, nous voulons qu'il soit notre candidat pour cette élection et qu'il inaugure cette nouvelle ère avec nous encore, après il se déterminera sur ce qu'il veut, mais qu'il inaugure cette ère avec nous, le temps que de nouvelles générations soient suffisamment consolidées pour reprendre la suite de la gestion des affaires publiques. Mais vous parlez d'un bilan très positif, mais pourquoi les Togolais se sentent si malheureux? Parce vous parlez de rapport, il y a un rapport qui a circulé les semaines dernières, oui, faisant du Togo un des pays où les gens se sentent le plus malheureux au monde. Non. Je crois qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre. C'est encore dans l'instrumentation des statistiques. Vous savez, il y a 3 mensonges. Il y a le mensonge, le fiefé mensonge et les statistiques. Et quand les gens prennent l'indice de développement urbain, quand même, nous sommes mieux classés que la Côte d'Ivoire, qui est un poumon de l'économie de la sous-région, mieux classés que le Sénégal. Est-ce qu'ils sont plus riches que nous? Le Sénégal n'a pas connu de crise. La Côte d'Ivoire en a connu une. Ils sont excusables peut-être de ce point de vue. Mais les autres pays, ils sont si éloignés que nous. Le Ghana a 2 points de plus que nous. Mais le Ghana n'a pas connu de crise. Comment avons-nous rattrapé cet écart pour que finalement ces pays qui, eux, n'ont jamais connu de problème, soient finalement alignés quasiment sur le même niveau que nous? C'est nous qui avons fait un effort. Ce n'est pas eux qui ont stagné. C'est nous qui avons fait un effort pour remonter la pente. Et aujourd'hui, l'indice de développement humain est un indicateur non pas de bonheur ou de malheur, comme on dit, mais ça montre simplement la capacité à remonter. Je dis une fois en plus, regardez aujourd'hui, problème politique en voie d'être définitivement soldé pour revenir à la normalité dans le fonctionnement des institutions. Économique, consolidation en cours. Social, aujourd'hui, nous avons commencé un travail qui doit se consolider. Et précisément, l'indice de développement humain se trouve dans le social. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes à la fin d'un mandat. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à partir du 22 février et que pour consolider cet indice de développement humain, le prendre comme notre nouveau défi sur le chantier, nous voulons que celui qui nous a permis de faire des progrès politiques, des progrès économiques et qui est aujourd'hui à mi-chemin des progrès sociaux, nous fasse achever également sur le terrain social et culturel, bien évidemment, qui va s'ajouter à cela. Il n'y a que le président de la République togolaise, Faure Essoz-Nanga Gnassingbé, pour faire cela. Donc, 22 février, c'est lui qui va sortir des urnes. Nous mobiliserons pour cela. Que faites-vous de l'alternance alors? Je vous ai démontré tout à l'heure que la notion d'alternance, c'est nous qui la mettons en œuvre. Nous avons alterné à tous les niveaux. En face, faites la liste, faites un trombinoscope, mettez les photos, comparez avec nos photos et diffusez pour qu'on voit qui a alterné, qui est sur la scène depuis 40 ans, n'a pas bougé. Le gouvernement togolais comporte aujourd'hui combien de ministres? 25, 27 ministres. Sur les 27 ministres, il y en a combien qui ont fait dans ce système? Vous parlez d'hommes, mais les autres, il y a un système qui est en place. Vous savez, la limitation de mandat a la vertu d'abord de faire l'alternance des hommes avant de faire l'alternance des systèmes. L'alternance des systèmes n'est jamais garantie puisqu'elle dépend de l'électorat. Et ça, il n'y a que les Togolais pour vous déterminer cela. Mais l'alternance des personnes déjà renouvelle l'idée, puisque ce n'est pas les systèmes qui réfléchissent, ce sont les personnes dans les systèmes qui réfléchissent. Et à partir du moment où le président de la République a fait cette alternance des personnes dans tous les systèmes aujourd'hui, vous avez vu, la promotion de la femme sont aujourd'hui
Chez nous, c'est quelque chose qui est devenu normal d'avoir des femmes qui prennent la direction des hautes institutions. Ce qui avant était un tabou extraordinaire où on discutait encore de savoir si on avait les capacités, la volonté, etc. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des femmes formidables au Togo qui sont capables de nous diriger. Et nous avons des exemples qui existent dans nos institutions. Mais le deuxième personnage de l'État. Les jeunes ont fait la démonstration. Le deuxième personnage de l'État est une femme, une brillante femme là-dessus, il faut souligner, qui fait un travail formidable à la tête de l'Assemblée nationale depuis qu'elle a pris les rênes de cette institution. Et nous espérons avoir d'autres femmes encore dans d'autres institutions. La jeunesse aujourd'hui, nous avons fait la preuve quand même que nous sommes d'une nouvelle génération. Il n'y a pas que moi, il y a tous les autres jeunes dont la promotion a été faite par le président de la République aujourd'hui et qui démontrent leur leadership et leur capacité d'innovation institutionnelle, économique, sociale, culturelle, technologique aujourd'hui. Regardez l'université. Président Kokoroko à l'université, on a beau l'attaquer de tout ce qu'on veut. Mais enfin, aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui conteste le renouvellement complet de l'université. Vous prenez par exemple aussi dans les autres universités du Togo. L'initiative privée aujourd'hui est en train de monter au point que nous avons changé de 20%, le chef de l'État est passé à 25% des marchés publics qui doivent être réservés aux jeunes. C'est précisément parce que la première expérience de 20% a suffisamment été satisfaisante. Bien évidemment, les jeunes ont besoin d'accompagnement en conseil, en finance, pour être parfait. Mais enfin, ils regorgent d'idées nouvelles, de capacités. Il faut accompagner cela. Le président de la République l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, pour nous, le 22 février, c'est la date d'élection du président de la République, pas pour couronner son succès passé, mais pour lui donner le défi du succès à venir. Je dis voilà, nous avons constaté que vous êtes un bon leader qui continue. Le défi prochain, voilà la feuille de route que nous souhaitons que vous conduisiez avec nous. En très peu de temps, est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous perdiez les élections? Est-ce que vous pouvez vous retrouver dans l'opposition après le 22 février? Je vous avais déjà, je ne sais pas si c'est à vous ou ailleurs, que nous sommes les mieux préparés à rentrer dans l'opposition. Aujourd'hui, il y a des communes, par exemple, dans lesquelles nous ne sommes pas majoritaires, mais nous sommes opposants dans ces communes. Et que l'école de l'opposition a commencé chez nous. Mais nous allons donner des leçons à l'opposition. Leur apprendre comment on dirige un pays et comment on s'oppose quand on est opposant. Ils feront cette école-là, là où ils sont majoritaires, et nous découvrirons sur le terrain, ils verront que nous sommes redoutablement des opposants. Ou des opposants très redoutables sur le terrain. Vous voyez, c'est intéressant la démocratie à la base. Première élection du Togo depuis 32 ans. Qui l'a fait? Dites-le à haute voix. C'est Forest Osmana Nyasingbe, qui nous donne encore aujourd'hui la possibilité d'avoir une école de la démocratie à la base, de sorte que nous consolidons les cadres de demain. Nous, est-ce que nous pouvons perdre à une élection? Je vous ai dit, il n'y a pas de petits candidats à une élection. Nous sommes un très grand parti, mais nous ne minimisons aucun des candidats. Nous ne méprisons aucun des candidats. C'est la raison pour laquelle vous verrez que, par exemple, sur le financement des partis politiques qui a été adopté, le président a toujours tenu à ce que la première tranche soit répartie à égalité des candidats, sans tenir compte ni de leur taille, ni de leurs résultats électoraux. Vous êtes candidat, vous prenez la même chose sur la première tranche. Précisément parce qu'il faut renforcer les moyens de la démocratie, mais également considérer les autres comme des égaux. Et ça, c'est aussi une nouvelle culture, une nouvelle déontologie, une nouvelle éthique politique que le président de la République, Forest Osmana Nyasingbe, nous inculque et nous aide à pouvoir consolider comme démarche nouvelle pour le Togo. Merci, Christian Thibault. C'est moi qui vous remercie. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.